Je vais vous présenter nos invités de ce plateau, puisqu'on a le troisième plateau qui va nous permettre de parler de choses qui sont au terme de l'envie de transmettre. On a des gens qui, Jean-Viard, vont vous intéresser avec des parcours de vie, encore une fois, originaux. Je le disais tout à l'heure en parlant de notre amie agricultrice, les ingénieurs se recyclent. J'en ai un ce soir qui est boucher à Bordeaux, qui était ingénieur, il nous le dira. Bonsoir en tout cas, nous avoir rejoint. Nicolas Monod, je vous présenterai un peu plus tout à l'heure. Didier Chauffaille, vous êtes dans une entreprise qui pourrait faire des pièces peut-être pour aider l'Europe à faire des produits, au moins, j'ai envie de dire, la couverture en plastique ou en caoutchouc des pédales de frein, parce que je crois que c'est votre spécialité, le caoutchouc et ses mélanges, on va en parler. Mais vous êtes surtout là avec une casquette, j'ai envie de dire, peut-être que vous n'aimez pas ce mot-là, le pionnier, le précurseur de l'activité, ou en tout cas du souci du RSE en Nouvelle-Aquitaine. Vous en parlez presque depuis 20 ans. Et puis, nous avons le président de la Chambre des métiers. Merci d'être là aussi, monsieur le président. Un petit mot, j'ai envie de dire, on est sur la dernière table ronde. Vous allez introduire cette table ronde sur la transmission, sur l'envie. On est très positif. Heureusement que votre collègue de la Chambre d'agriculture nous a rappelé de temps en temps un peu les deux pieds sur terre, sans jeu de mots, pour dire que tout n'allait pas bien. Et Nicolas Bouzou a pu le faire aussi tout à l'heure. Qu'est-ce que vous retenez et qu'est-ce que vous avez envie de dire ce soir, à l'heure qu'il est, par rapport au rôle des chambres consulaires et puis aussi par rapport à cette crise du Covid ? Alors, très difficile à passer derrière deux tables rondes de qualité, mais ce qu'il faut dire aujourd'hui... Celle qui arrive va être encore meilleure, vous allez voir. Non, mais je vous rassure, l'artisanat obligatoirement est présent partout, représente effectivement le lien social, la présence sur les territoires et répond à toutes ces problématiques à la fois de circuit court et pas de court-circuit par rapport à ce qui pourrait être fait avec l'agriculture, mais là-dessus on sera tout à fait d'accord avec le président Gracier. Non, ce que je voulais dire, moi, c'est que l'artisanat est présent, à une activité présentielle, à une justification pour le service rendu à la population. La problématique que l'on a, nous, pendant cette crise, c'est que si on nous empêche de faire ce service, on est condamné. Et ce que disait M. Bouzou tout à l'heure, c'est que ça impacte fortement la rémunération des artisans qui n'ont pas l'habitude, effectivement, eux, d'être aidés. Ils sont là pour avoir une activité qui a un raisonnement économique, donc ils vivent de leur savoir-faire et de cette productivité. Si on les empêche de travailler, ce qui s'est passé pendant la crise, ils sont en grande difficulté. Le plan de relance tel qu'il existe pour l'industrie n'a aucun impact, aucun effet sur l'artisanat, puisqu'on est sur de la production, pas de masse, ni sur l'investissement, mais on est sur de la production individualisée. Donc le plan de relance, c'est quelque chose qui peut fonctionner peut-être sur la base du ruissellement. On a entendu parler des ruissellements. Oui. Donc on attend que le plan de relance se fasse majoritairement sur l'industrie pour que l'économie artisanale puisse en profiter. Les métiers de service, ça va du coiffeur, ça va sur la production aussi, bien évidemment. On peut produire du caoutchouc, mais là, en l'occurrence, on a une entreprise à taille industrielle. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette proximité, pour nous, c'est l'économie vitale dans la mesure où l'activité est permise. Si on freine cette activité, on perd cela et on fait des nouveaux pauvres. Et ces nouveaux pauvres, ils sont souvent cachés, parce qu'on n'a pas l'habitude de demander des aides. Et c'est vrai qu'on l'a vu au travers du PGE, de la même manière. C'est-à-dire que la logique d'un artisan, c'est de dire le PGE, ça sert à financer des pertes de production. C'est-à-dire que si je fais des pertes, je les finance. Ben, on n'a pas l'habitude de travailler comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on adapte, et puis si on fait des pertes d'exploitation, on essaie de rattraper l'économie, on travaille davantage, on fait plus d'heures, mais en tout cas, on ne fait pas financer. Et le banquier, jusqu'à présent, ne nous autorisait pas les pertes d'exploitation. Il y avait des pertes d'exploitation, ils ne vous prêtaient pas d'argent. Et là, aujourd'hui, c'est la porte ouverte. Et on a vu massivement que ces PGE n'ont pas été utilisés par l'artisanat. C'est 10% à peine d'entreprises artisanales qui ont fait appel à des PGE. Vous pensez que ça aurait été mieux qu'ils fassent plus appel ou c'est... Ah non, surtout pas, parce que... D'accord, parce que c'est une mise en danger. Alors, sauf à dire qu'à un moment donné, la dette, on ne la paie pas. Oui. Auquel cas, on aurait dû y aller massivement et beaucoup plus. Ouais. Mais ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'a pas l'habitude de payer ce que l'on doit. Et si on paye ses dettes, on ne génère pas cette dette-là. Donc, on a tiré sur la trésorerie, on a tiré sur les revenus, on a baissé nos propres revenus et on essaie de passer la crise. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que l'activité reparte. En France, on a protégé le salariat, on a protégé le revenu des fonctionnaires, on a protégé le revenu des retraités. Donc, on a une stabilité au niveau de ces revenus-là. Donc, ce qu'on peut imaginer, nous, c'est que l'activité, dès qu'elle va repartir, dès que le déconfinement est prononcé et actif, effectif, l'économie de consommation reparte. Parce que la confiance, elle est là. Elle est là
Enfin, nous, on a confiance dans cette entreprise, en tout cas. Voilà. Ok, alors il y en a un qui a confiance, c'est Nicolas Monod, je le présentais tout à l'heure. Donc c'est un jeune boucher, depuis quelques années installé à Bordeaux. S'il n'y a pas eu la crise, il y aurait peut-être déjà une deuxième boucherie. On va peut-être dévoiler le projet, enfin le confirmer en tout cas ce soir. Est-ce que vous ne faites pas partie, j'ai envie de dire, des gens qui s'en sortent pas trop mal, les métiers de bouche, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui? Et est-ce que vous n'êtes pas ceux qui sont les moins touchés aujourd'hui parce que le circuit court, l'activité a pu être préservée? Comment vous placez par rapport aux déclarations du président de la Chambre régionale? Alors, il est vrai, bonjour à toutes et à tous, que les métiers de bouche sont, on va dire, les privilégiés de cette période actuelle. Ça tient, à mon avis, de ma petite expérience de boucher de quartier, du fait que nos clients ont souhaité se retourner et se retrouver dans des lieux de confiance, de connaissance. Et on a joué à plein, en fait, notre rôle de développement et d'ancreur de la partie sociale et territoriale, en fait, développer l'ancrage social et territorial. Donc moi, en tant que boucher, j'ai vu... Vous avez concrètement vu des nouveaux clients arriver? On a vu des nouveaux clients, bien sûr, arriver, mais parmi nos clients existants, des personnes qui venaient nous voir plus régulièrement ou moins régulièrement en fonction du taux de fréquentation au niveau de la boutique. Par contre, il y avait un vrai besoin de lien et de lien social. Et ça a explosé, j'ai l'impression, au niveau de l'importance des artisans pour les clients. Et du coup, on a un taux de fréquentation qui a augmenté parce que les personnes qui nous ont rejoints après la première période de confinement ont bien vu l'importance d'un artisan commerçant de confiance et de qualité proche de chez lui. On va revenir un peu en arrière. On a eu plusieurs, et je les cite encore et je les remercie, témoins au cours de cette soirée qui étaient ingénieurs et qui ont changé de vie. Vous en faites partie. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est le déclic, justement, puisqu'on est là pour donner envie, transmettre pendant cette table ronde, et le président en parlait, il y a encore de la place. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous pouvez dire, voilà pourquoi j'ai bien fait, si c'est le cas, vous dites-le nous aussi, c'est intéressant, de quitter mon statut de salarié ingénieur dans des grands groupes, qui plus est, pour être boucher de quartier, pour reprendre votre référence? Alors, ce sont des concours de vie. Moi, j'ai été formé pour être un capitaine d'industrie. J'ai fait les arts et métiers à Bordeaux, un double diplôme en Espagne. Voilà, j'ai mené des guerres commerciales pour le compte de grands patrons. Je me suis éclaté dans ce que je faisais précédemment. Lors de ma dernière expérience, j'ai eu un licenciement qui a remis en cause mon engagement pour le compte d'un patron et qui m'a fait prendre conscience en fait qu'au cours de ces dizaines d'années passées à bourlinguer pour le compte de grands patrons, j'ai commencé à acquérir de l'expérience d'un point de vue technique, gestion, commerciale ou management, et que c'était sûrement le moment pour moi de mettre à profit les expériences passées. Donc j'ai écouté purement et simplement mon intuition à me lancer et à m'offrir en fait une période de off, de sas de décompression après ce licenciement qui s'est passé de manière assez violente. Par contre, pendant cette année de sas de décompression, j'ai été comme révélé au métier de boucher. J'ai pas une attraction particulière pour les métiers de la viande. Par contre, j'adore le lien social, j'adore manger, j'adore cuisiner, et je voulais absolument, encore une fois, être un acteur clé d'un quartier pour développer l'ancrage social et territorial. Donc ça peut être aussi la boulangerie ou... Alors par contre, j'aime bien les couteaux. Voilà, l'objet couteau. Du coup, j'ai senti que dans ce métier, je pouvais explorer ma part sensible et ma part créative. Et exploiter ce que j'avais pu acquérir au cours des différentes années. Ça doit faire réagir, je pense, Didier Chauffaille qui est là. Je le précisais tout à l'heure, une entreprise qui pèse environ 80 salariés aujourd'hui, qui emploie 80 salariés au Pays Basque. Ce parcours par rapport à ce qu'est votre regard aujourd'hui sur la vie, vous le comprenez, ou vous dites que ça aurait été un excellent responsable de production ou autre chose chez moi, ou peut-être un collègue qui aurait repris une boîte industrielle. Vous comprenez sa démarche par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Complètement. Complètement, moi je la comprends complètement. On a, nous, dans l'entreprise, c'est à l'inverse, on a des exploitants agricoles qui viennent travailler chez nous en tant qu'opérateurs pour justement continuer à... Pour avoir un complément de salaire? Pas pour avoir un complément de salaire, pour avoir un complément de salaire pour pouvoir continuer à vivre, on va dire, des revenus agricoles, mais en mettant le revenu agricole sur le second plan, entre autres. Et le fait de travailler en 3-8, par exemple, leur permet de leur garder du temps, leur donner du temps pour vraiment exceller dans ce qu'ils aiment. Donc effectivement, alors c'est une autre vision des choses, mais je comprends tout à fait effectivement qu'on puisse effectivement avoir et des diplômes et des connaissances et faire tout à fait autre chose. Bon, moi je pense être un petit peu plus âgé que vous, donc c'est vrai que c'était pas les mêmes schémas, je pense,
Et on a peut-être eu une éducation en ce qui me concerne qui fait que voilà, on fait des études et puis on est assez, je veux dire, orienté sur quelque chose. Il faut faire quelque chose, il faut prouver. Et puis pour nous à l'époque, par rapport à nos âges, on va dire, peut-être. Moi, je suis plus proche de la retraite que finalement au début. Ceci étant, j'ai énormément de projets. On peut se dire qu'effectivement, le pôle emploi, c'était pas notre truc, quoi. Fallait travailler, quoi. Mais je crois que c'est pas le truc non plus de non, mais ce que je veux dire, c'est que ça change, quoi. Ça change. On a une mobilité. On peut faire différents métiers dans notre vie maintenant. Ouais. Je dis pas que c'est pas possible pour nous, mais je pense que peut-être notre système éducatif et autres fait que bon, c'était comme ça et on a suivi un petit peu nos parents qui ont vécu la guerre et autres et c'était vraiment très très prégnant. Alors vous êtes très modeste en faisant ce portrait de vous-même parce que vous êtes quand même quelqu'un, quand on parlait de déclic et de changement de vie, il y a quand même presque 20 ans, je veux dire 19 ans, avant même d'être le dirigeant des MAC, que vous êtes persuadé qu'il fallait intégrer des notions qu'on appelait peut-être pas RSE à l'époque dans l'entreprise. Je reviens à la question, le déclic, c'est quoi à ce moment-là? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous mesurez que vous êtes sur le bon chemin? Et pourquoi vous avez envie de le transmettre à d'autres? Je ne sais pas si je suis sur le bon chemin. Je suis sur le bon chemin en ce moment. Il y a des... C'est Jean Viard qui interfère, mais on va le récupérer tout à l'heure. Ouais. Non, je disais juste qu'effectivement, quels étaient les déclics? C'était principalement plutôt des comportements qui m'ont amené effectivement à... Par exemple, on va remonter. Par exemple, des comportements humains, notamment, mais pas qu'humains. Non, parce que là, on entend, c'est pour ça que je fais le lien. Lui, il part d'une boîte parce qu'il est licencié durement, on va dire. C'est exact, on est exactement là-dedans. C'est des comportements humains, par exemple, alors là, d'un ingénieur, mais qui va en production, qui a un certain âge, on va dire. Et moi, j'arrivais, il y avait un écart à peu près de 30 ans ou 35 ans. Moi, j'étais assez jeune et ça m'avait vraiment choqué. Et donc, il va en production, il voit un ouvrier et l'ouvrier dit « Tiens, j'ai une idée, je pense qu'on pourrait faire quelque chose comme… » Lui dit « Non, mais tu te tais, c'est moi l'ingénieur, c'est moi qui ai décidé, toi tu restes à ta place, tu es là pour bosser. » Bref. Il y a eu des choses comme ça qui m'ont vraiment marqué. Une personne que j'allais remplacer en direction d'usine alors que j'étais assez jeune faisait des massages assez réguliers aux secrétaires dans les bureaux. Ça m'avait assez choqué. J'ai vu des gens un petit peu crier, des managers aussi crier sur des personnes et qui étaient en larmes. Alors moi j'arrivais pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et voilà, donc il y a eu des événements comme ça. Puis il y a d'autres événements dans des grands groupes que j'ai pu vivre parce que j'ai travaillé plutôt sur des groupes assez importants. Et maintenant, donc, on est 80, donc moi ça me va très très bien. Et la dimension humaine est extrêmement importante. Alors on peut être dans un grand groupe, mais toujours retrouver des dimensions humaines, ça existe. Ceci étant, l'idée c'est de ne pas être un matricule. Et puis, à la limite, vous soyez là, vous soyez pas là, à la limite, on vous voit plus, quoi. Donc, l'idée, c'est ça. C'est ce côté, effectivement, retrouver ce côté familial. Et puis, moi, j'ai vécu, moi, je suis nantais d'origine, je suis né à Nantes, mais tous les week-ends, je l'ai passé à la campagne. Et puis, bon, on était dans un petit village, il y avait 20 exploitants agricoles. En 20 ans, il y en a eu 0, quoi. C'est fini, peau de chagrin. Donc, ça m'a énormément marqué. Le remembrement m'a énormément marqué d'un point de vue écologique et climat. Il y a beaucoup de choses comme ça qui m'ont marqué, qui ont fait que quelque part je me suis dit, et puis peut-être que c'est dans mon ADN aussi, quoi, je dirais, mais je me suis dit, on va pas dire plus jamais ça, mais et je pense que quand on s'attache aux gens, je parle pas de manipulation, réellement, quand on donne du cœur et qu'on respecte autrui, moi je parle beaucoup d'amour peut-être des gens, mais pas un amour charnel, un amour, on aime les gens ou on les aime pas, il faut que ce soit le cœur qui parle. Si c'est le cœur qui parle, c'est complètement différent. Et donc on retraduit autre chose. Il y a des gens des fois qui sont en grande détresse, quoi. Je veux dire, donc moi j'ai beaucoup de compassion. On essaie de les aider. Moi ma porte est ouverte. C'est pas toujours évident. Je suis peut-être dans une posture aujourd'hui effectivement de chef d'entreprise. Moi j'ai choisi moi de racheter une entreprise. J'ai pris le risque. C'est mon choix. Et pour autant, des gens qui viennent dans l'entreprise sont aussi des chefs d'entreprise. J'ai un metteur en scène, j'ai des patrons de formation de clubs de rugby. Enfin, il y a un peu de tout, je dirais, mais et je veux dire, j'ai plutôt des collègues, quoi. Ce ne sont pas des salariés. Vous voyez, c'est pas du tout la même notion. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous pouvez se tenir ce discours plus facilement qu'il y a 10 ou 15 ans? Ah oui, je pense que oui. Oui, parce que alors là, c'est vrai qu'il y a 20 ans, on prenait un petit peu
comme pour un fou furieux, on dit mais qu'est-ce qu'il fait quoi? Il a fumé quoi. Alors tout à l'heure on dit je sais pas si je suis le bon chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, puisqu'on est là pour transmettre et on remercie les gens qui nous suivent, mais qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil ou en tout cas dire voilà ça a marché, regardez, oui ça peut fonctionner. Donc lui il vient de refaire sa vie d'une façon très positive par rapport à sa vie professionnelle. Est-ce que vous, quand vous avez décidé de vous engager dans cette voie-là, vous avez vu, là vous venez de citer des agriculteurs, des metteurs en scène ou des gens qui font du rugby à côté, est-ce que vous avez l'impression que les salariés le mesurent, s'en rendent compte, et est-ce que ça aide votre entreprise à aller mieux, ça c'est important, et à mieux recruter? C'est-à-dire, est-ce que c'est aujourd'hui des leviers importants? Alors complètement, mais c'est assez long, hein, c'est assez long, c'est un processus assez long avant d'arriver à on va dire une reconnaissance. Aujourd'hui on a des gens, j'ai pas de problème de recrutement, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que, bon, si j'ai pas besoin de recruter, mais si j'ai besoin de recruter un petit peu, les gens qui frappent à la porte maintenant nous disent on a envie de venir travailler chez vous parce qu'il y a une bonne ambiance. Bon, ça veut dire ce que ça veut dire, mais au moins ça a le mérite d'être clair. Voilà. Ce que je me dis aussi, c'est que je suis sur un territoire, le territoire basque intérieur, et donc il y a des traditions. C'est à côté de Moléon, on va préciser. Voilà, tout à fait. Il y a des traditions fortes, il faut les respecter. Historiquement, moi quand je suis arrivé, n'étant pas de la région, mais connaissant bien cette région-là depuis à peu près 10-20 ans avant, j'ai fait une enquête pour savoir effectivement comment les gens se comportaient, quelle était l'histoire de ce pays. Et puis on a fait un diagnostic, RSE à l'époque, pour savoir comment les entreprises et le territoire pouvaient vivre ensemble. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, les gens, je pense, on a une vraie fidélité dans l'entreprise. On a pu faire chuter effectivement le taux d'absentéisme, on a moins de turnover. Il y a des gens qui se sentent bien. Alors il faut faire attention, ça peut paraître caricatural, mais ça ne s'est pas fait comme ça. On a changé la gouvernance, on a changé le mode de management, on a laissé la parole aux gens. Alors je viens aussi un peu du monde automobile, donc le Lean c'est quelque chose que je connais assez bien, mais c'est la philosophie du Lean qui m'intéresse, c'est pas les outils nécessairement. Et donc c'est laisser la parole aux gens. Et leur fera prendre les rênes. Le recrutement aujourd'hui chez EMAC, moi je participe à 15% du recrutement. Qui le fait du coup? Eh ben, si c'est un opérateur, l'opérateur effectivement va arriver, il va être présenté, il va visiter son poste de travail, et ce sont les gens qui vont coopter. Et je me souviens même des gens disent on va le mettre en CDD pendant 3 mois. Alors il n'y a pas d'intérim chez nous hein, depuis 4 ans. Il y a une façon de compagnonnage, d'accompagnement, c'est un petit peu particulier, parce que ça mettait quand même un peu à risque. Et puis on s'engage énormément avec ces gens-là. Il faut à peu près 1 an pour qu'une personne soit à peu près formée. Et puis au bout de 3 mois, par exemple, si la personne satisfait l'ensemble de ses collègues qui l'ont recruté, eh bien, il décide s'il le passe en CDI ou s'il prolonge le CDD tout simplement, ou s'ils veulent s'en séparer. Enfin, je veux dire, voilà, donc il y a un vrai engagement. De façon presque collective, c'est ça? Oui, c'est assez collectif. C'est ça. Si c'est ça, complètement. On fait participer les gens aussi aux investissements, mais je dirais, c'est ma volonté, c'est quelque chose qu'on a expliqué aux gens, on leur a donné une vision, on a donné du sens, on a fait une stratégie. Ça peut paraître simple ce que je vous dis. Alors évidemment, si vous n'avez pas de clients, si on n'a pas de diversification, etc., ça c'est une évidence, mais quelque part on peut travailler en harmonie, en belle harmonie, si vraiment on s'intéresse aux gens. Et je pense que la force d'une entreprise aujourd'hui, elle passe par l'humain, mais pas en termes de manipulation. Vraiment, si on s'intéresse réellement et si on met en place des choses qui... Vous êtes provocateur sur cette question, peut-être Didier Chauffaille. Est-ce que par rapport à ce qu'on entendait tout à l'heure avec Jean-François Clédel, est-ce que le portrait qu'a fait Nicolas Bouzou de ces entreprises qui risquent de fermer, qui sont aujourd'hui dans une crise assez grave, est-ce qu'on peut vous dire que vous avez la chance de pouvoir le faire parce que votre entreprise va bien, ou est-ce qu'au contraire, vous pouvez le faire parce que l'entreprise allait bien grâce à ce que vous faites? Est-ce que je suis clair sur ma question? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui vous récoltez les fruits de ce que vous avez pu faire pendant quelques années et que c'est pour ça que vous invitez les gens qui nous regardent à peut-être prendre ce chemin-là? Ou est-ce que vous dites, attention, si vraiment on est dans la crise, il n'y a plus de place pour ça? Et est-ce qu'à ce moment-là, c'est les chefs qui redeviennent chefs? La question est assez claire. On peut effectivement avoir un retour en arrière, je pense, malheureusement, je le dis très honnêtement,
de cette hiérarchie un petit peu. Mais concrètement, si demain votre entreprise devait connaître des difficultés, est-ce que vous pensez que le fonctionnement que vous mettez en place répondra à la crise, ou est-ce que vous serez obligé de reprendre un peu plus et recruter à 100% et pas 15% par exemple? Non, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on n'a pas tous les mêmes schémas. Il y a des grands groupes qui sont aussi dans ces tendances-là, effectivement, qui expérimentent le fait de donner la main à des salariés, et ça fonctionne bien, et on voit que ça fonctionne mieux. Donc, pour autant, effectivement, si en termes de gouvernance, en termes de business, vous êtes monosecteur, moi je suis à 60% automobile. Ouais. Donc effectivement, la première vague, j'ai eu moins 60% pendant 3 mois. Mais ça n'a pas remis en cause le fonctionnement. Mais ça n'a pas mis en cause le fonctionnement. Jean Viard, ça doit vous interpeller, vous le sociologue que vous êtes, là, d'entendre un chef d'entreprise parler d'amour et de partager à 15% seulement le recrutement. Et j'en profite pour saluer Bernard Uturi, vice-président de la région en charge de l'économie, qui nous rejoint. Mais moi, je fais 2 remarques. D'abord, moi, j'ai toujours eu plusieurs métiers, si vous voulez. Moi, je dirige une PME de 10 salariés d'édition à côté de mon métier de chercheur. Et ça a toujours été une volonté. Et l'autre jour, je clôturais les rencontres économiques d'Aix, et il y a un étudiant à la fin qui m'a dit « Mais quels conseils vous pouvez me donner pour ce que je dois faire dans la vie ?» Je lui ai dit « Écoutez, vous êtes dans une très bonne université. Cette année, vous n'allez pas trouver de boulot. Allez faire un CAP de plombier, ça vous aidera. Parce que vous aurez 2 rapports à la réalité complètement différents. Et le monde changeant tellement vite, celui qui a un CAP de plombier, un bon diplôme de fac d'éco, à mon avis, il se sortira toujours. Et donc, je crois que c'est ça qu'il faut se dire. C'est dans un monde qui change tout le temps, ce qu'il dit là est essentiel. Après, c'est vrai aussi, je pense qu'il y a des moments, regardez ce qui se passe avec Danone. Danone, ils ont un discours très social. Et puis Nestlé s'est déjà réorganisé avec un discours différent, mais en tout cas, ils ont compris que le marché avait changé plus vite. Danone va licencier 2000 personnes. Donc, si vous voulez, parce qu'au fond, ils sont pas bien compris que le produit mondial, c'est fini. On n'a pas envie du même yaourt qu'un Chinois ou qu'un Africain. Parce qu'on a des cultures, etc. Et que donc, l'idée des grandes chaînes de production, c'est plus ce qui fait tourner, voilà, Danone étant dans l'agroalimentaire. Donc, c'est pour ça que je dirais, les entreprises, il y a des moments où on est obligé de donner des coups de volant, je dirais, pour essayer de s'adapter, de survivre, parce qu'on a raté une marche, parce qu'on n'a pas été assez rapide à s'adapter. Une entreprise, c'est extrêmement vivant. Mais après, moi, je pense que ce qui va sortir de cette crise, c'est une demande de sens, du travail extrêmement profond. Parce que ce qu'on entend dans cette crise, ce qui est génial, c'est cette demande de travail. Alors, on l'a vu avec les artisans, etc. C'est des gens qui n'ont jamais l'habitude d'avoir des aides. Ils ne savent pas comment on fait. Ce n'est pas leur culture. Mais il y a plus que ça. Je veux dire, ceux qui donnent, on n'a jamais autant aimé le travail que maintenant. Avant de dire le travail, d'abord on pensait l'exploitation, etc. Là, on aime le travail parce qu'on aime travailler avec les autres, on aime se rencontrer, on aime s'engueuler, on aime se disputer, on aime produire ensemble, quitte à, par exemple, dans le télétravail, ne pas être tous les jours ensemble. Donc je pense qu'au fond, je retirerais ça un peu comme leçon, c'est que les gens vont demander du sens et que le travail, à mon avis, a regagné en valeur, peut-être justement parce qu'il va en manquer un peu, mais il a regagné en valeur et ça, c'est un acquis sur lequel on peut s'appuyer. Nicolas Monod, donner du sens, c'est quelque chose qui vous importe après le virage que vous venez de prendre. Je crois savoir que dans le nombre de salariés que vous avez aujourd'hui, qui est déjà assez important, on parle de 7 ou 8 salariés aujourd'hui, il y a pas mal de gens que vous formez, il y a des apprentis. C'est un choix ou c'est un choix économique? Alors, pour moi, cette remarque, pour faire un préalable à cette question, ça fait 5 ans que je suis dans ce nouvel environnement, écosystème de la boucherie-charcuterie. J'ai dû très rapidement en fait comprendre les clés, les codes, les usages. Dans cet écosystème, ce dont je me suis aperçu, c'est qu'il y avait une partie des chefs d'entreprise, des gérants d'activités qui avaient énormément de mal à pouvoir recruter et d'autres qui recrutaient plus facilement. Donc, dans la création de valeur, à partir du moment où je fais le choix d'aller dans un nouvel environnement, de construire l'écosystème qui me corresponde, je considère que à la base de la construction de cet écosystème, je dois mettre le pied à l'étrier et construire l'édifice qui m'intéresse. Donc, construire l'édifice, c'est-à-dire, dès le démarrage, pouvoir faire venir à moi des apprentis de valeur pour pouvoir les faire monter en compétences. Ça ne se décrète pas, on vient de l'entendre, il y en a qui mettent 20 ans à donner une belle image, même s'il l'a fait avant à son entreprise, où elle a 5 ans, j'entendais tout à l'heure que tout le monde n'arrive pas à recruter. Ça veut dire quoi quand on se lance et comment on fait pour séduire des jeunes apprentis, leur dire c'est le métier qu'il faut que tu fasses, même si on vient d'entendre Jean Viard nous dire qu'il faut tous qu'on aille chercher un CAP en plus de diplôme universitaire. Alors, on va dire que je suis assez engagé, assez entier, et des fois quelque peu grande gueule. Par contre, j'ai la chance de rencontrer pas mal de personnes que je suis au sein de ma structure de la barrière judaïque
Je rencontre beaucoup. Bon, les gens qui nous suivent, c'est un quartier de Bordeaux. Hein, parce que, voilà, beaucoup de clients différents et que c'est un vrai laboratoire d'essai économique et sociologique. Donc, ce que je retiens, moi, de cette période de 5 ans, c'est que des personnes engagées qui font une adéquation entre une valeur sociale, sociétale et économique ont plus d'impact que des personnes qui ont uniquement des visions budgétaires. Qu'à partir du moment où on a un projet qui est clair, porté par une personne, donc le porteur de projet qui est droit dans ses bottes et qui rencontre on va dire des interlocuteurs dans l'écosystème au global. Donc j'ai eu la chance de rencontrer quelques politiques ou quelques députés. Et quand je présente le projet que j'ai sur les 5 prochaines années, je sens qu'il y a un impact profond. Donc moi, ce que ça met le projet qui est de développer votre activité, mais aussi on peut en parler peut-être, hein, de réunir des gens autour de vous. De structurer la confédération des bouchers et d'aider des jeunes à s'installer pour redensifier le réseau en local. Donc, ce qui ressort de ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'à partir du moment où on est en adéquation avec ces valeurs, je crois fortement en cela, il y a un impact. Donc moi, à partir du moment où je sens que je suis droit dans mes bottes et que il y a la temporalité ensuite joue pour nous, c'est qu'effectivement, les métiers de bouche, on a actuellement l'écoute des banquiers, et bien c'est le moment d'intervenir. Voilà. Donc je me sens investi d'une mission, voilà, que peut-être d'autres n'ont pas, mais en tout cas qui est celle de dire profitons-en, c'est vraiment le moment d'ouvrir des portes et d'aider à structurer une activité ou à recréer un réseau dense d'implantation d'artisans commerçants au niveau local. Qu'est-ce que ça fait au président d'une chambre régionale des métiers et de l'artisanat d'entendre un jeune professionnel qui affirme, c'est pas un vilain mot, de l'ambition, de l'envie? Non, mais ça fait plaisir. Et puis, il fait partie des 10% de chefs d'entreprise qui forment. Ouais. L'artisanat. C'est que 10%. Là, je dire c'est 10%, tant mieux. Mais... C'est 10%. Donc, ça veut dire qu'on a un réservoir de 90% encore pour promouvoir la formation. Ce que je veux rebondir, c'est que le RSE pour nous, c'est quoi? C'est qu'on n'appelle pas les gens des salariés, mais souvent des compagnons. Donc déjà, c'est un terme sur lequel... C'est un mot historique dans l'artisanat, le compagnonnage, c'est notre histoire. On est sur du compagnonnage, on a des compagnons, même quand on est dans la mécanique automobile comme moi, on a des compagnons et pas des salariés. Et quand on est dans la dimension de cette vision sociale, sociétale, de progrès dans son choix de vie, on veut faire de la formation et on en fait un tremplin. Et ça, aujourd'hui, c'est plutôt satisfaisant, et même très satisfaisant. Et puis bravo, il faut des gens comme vous, il en faudra d'autres, il en faudra toujours. Ce qu'il y a, c'est que cet artisanat, il s'est toujours régénéré. L'artisanat n'est jamais mort. Depuis le Moyen-Âge, les gens se sont adaptés, ils ont fait un service à la population, ils ont vécu de ce service à la population contre rémunération. Aujourd'hui, on est encore dans cette dynamique-là. Les services, l'innovation évidemment a évolué, même s'il y a les maréchaux ferrants, il y a beaucoup de garagistes aujourd'hui, donc l'innovation a toujours été le moteur de l'artisanat. Donc ça continuera. Évidemment, cette dimension sociale, sociétale, tout le monde ne l'a pas à la même échelle. Il y a des gens qui ont besoin de compagnons, il y en a qui ont besoin de transmettre le savoir. Ce que je veux, moi, c'est remercier, on a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui, pendant cette crise, ont maintenu l'emploi. Il n'y a pas eu de casse, vraiment. On a maintenu l'emploi des salariés, ça a été une priorité. Et on a maintenu, aujourd'hui on peut le dire, le recrutement des apprentis. On est à 11 000 sur le région de l'Aquitaine. Au mois de mars avec vous, vous étiez inquiet. Oui, mais là aujourd'hui, on est en progression de 3%. Oui. Ça veut dire qu'on dit merci aux chefs d'entreprise. On dit merci à ces chefs d'entreprise qui ont maintenu cette volonté malgré le risque de la crise. Ça veut dire quelque part qu'il y a bien cette notion de lien social, parce que ce n'est pas qu'un besoin de main-d'œuvre. Bien sûr qu'il y a le besoin de main-d'œuvre, bien sûr que derrière il faut transmettre le savoir, mais il y a autre chose. Et il y a une partie de ce que vous venez de dire tout à l'heure. Je vais vous donner la parole tout de suite, on va juste regarder, parce qu'on est dans le... Il y a une déclaration de Nicolas Beauzou, j'aimerais bien qu'on retrouve, je parle à la régie qui est prête, j'en suis sûr, qui dit pourquoi c'est certainement un bon moment pour se lancer comme entrepreneur, et puis ça fera le lien avec ce que vous allez dire, Nicolas. Alors, quelqu'un qui souhaite entreprendre, c'est le bon moment. Hein, on entreprend toujours bien dans les périodes de crise. Je rappelle que la règle de l'économie, c'est on achète quand c'est pas cher et on vend quand c'est cher. C'est comme ça qu'on réussit financièrement. C'est dans ce type de période où les changements accélèrent. Je vous l'ai dit, Covid-19, c'est pas un générateur de changement, c'est un accélérateur de changement. Et donc, c'est la bonne période pour entreprendre. C'est la bonne période parce que malheureusement, il y a de vieilles entreprises qui vont disparaître. C'est la bonne période parce que
Il y a des tas de jeunes sur le marché du travail qui sont très talentueux et qui veulent travailler et qui ne trouvent pas forcément dans les entreprises classiques. C'est la bonne période parce qu'il y a plein d'aides. C'est la bonne période parce que c'est le temps d'avoir des idées. Moi, vous savez, j'ai parfois des gens qui viennent ici, ils viennent me voir et ils me disent « Est-ce que c'est en ce moment la bonne période pour entreprendre? Est-ce qu'il ne faut pas attendre un peu ?» Je leur réponds « Laisse tomber, toi, tu n'es pas un entrepreneur. » D'accord? Quand on est un entrepreneur, on prend la période telle qu'elle est et on en fait quelque chose de bon. C'est ça ce qu'il faut faire en ce moment. Donc oui, entreprenez. Il faut faire attention, hein, bien évidemment. Il ne faut pas se lancer n'importe comment. Mais très clairement, l'histoire économique le montre. On a beaucoup de très grandes réussites entrepreneuriales qui naissent dans les pires périodes de crise. Bien, ben voilà, au moins on a une recette. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit et que vous avez envie de justement développer, on en parlait tout à l'heure, votre société rapidement, et je crois que vous vouliez intervenir. Ouais, merci. Donc oui, je me révèle en tant qu'entrepreneur et je découvre ce que peut être le plaisir et l'excitation d'avoir à construire et de porter un projet. On parle de sa propre entreprise. Tout à fait. Donc pour reprendre et faire un zoom arrière en tant que laboratoire d'études économiques ou sociologiques au niveau de l'entreprise, de ma boutique, le retour d'expérience des personnes à la CCI ou à la CMA qui s'en sortent, ce sont des personnes qui en général ont une trésorerie équivalente ou supérieure à 3 mois d'activité. Ceux qui sont dans une trésorerie équivalent à 3 semaines d'activité sont plutôt dans le pétrin. Donc pour reprendre le lien avec votre question, est-ce que vous l'avez fait, vous, de l'apprentissage par conviction ou par intérêt financier? Je vais la reprendre à l'envers, cette question, et dire qu'à partir du moment où on se pose la question de savoir si on a de l'argent ou plus suffisamment d'argent pour prendre un apprenti, c'est peut-être que le modèle financier qu'on a construit n'est pas en adéquation avec la place qu'on devrait avoir dans la société. C'est extrêmement dur ce que je dis. Je rejoins en ces propos l'économiste. L'expérience que j'ai, ça fait 5 ans que j'ai une vision assez claire de ce que je veux faire à 5 ou 10 ans. Quand je suis allé voir quelques partenaires de l'écosystème politique ou banquier il y a 5 ans en présentant mon projet, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont regardé avec des grands yeux. On arrive dans une Vous voulez dire que vous êtes plus crédible aujourd'hui parce qu'il y a l'expérience? Parce qu'il y a l'expérience et que derrière, j'ai appliqué une vieille règle de paysanne qui est de dire quand je reçois 3 en rentabilité, j'en réinvestis une dans la structure, j'en garde une dans trésorerie et le reste, je le divise entre les personnes de la société. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand on est trop en avance sur son temps, on a du mal à pouvoir capter la collaboration de l'écosystème de l'entrepreneur pour les collaborations futures. Quand on est trop sur un marché mature, on voit le résultat. On s'est rendu compte que l'État et les banques avaient poussé en fait à la surconsommation de crédit et que d'un seul coup, les personnes qui vivaient au-dessus de leurs moyens sont en état de difficulté et qu'on retrouve ce genre d'activité également dans les CCI et dans les chambres des métiers où on a offert à certains patrons, malheureusement, la possibilité d'être gestionnaire alors qu'il n'y avait pas forcément les compétences. Vous parlez quoi, des chambres consulaires? Au niveau des chambres consulaires. On va le débat ici, mais je vous entends. Donc, il y a peut-être des questions à se poser, effectivement, sur le fait de, malheureusement, et donc j'en souffre au jour le jour de voir mes confrères, compagnons ou autres de cela, mais de réassainir le marché et de repartir sur des positions dans lesquelles il n'y ait plus à se poser la question de savoir si on a suffisamment d'argent. Si on n'a pas suffisamment d'argent, les règles que j'ai rencontrées, et je me suis fait aider par l'organe de tutelle de la CMA, c'est qu'à partir du moment où il n'y a pas de capacité de rémunération rapide, et bien dans ce cas-là, il n'y a aucun intérêt à aller vers l'avant. Voilà, donc c'était pour finaliser votre question. Très bien. Je vous remercie. Un petit mot, Didier Chauffaille, avec ce qu'on a entendu et ce qui s'est dit à l'instant par Nicolas Bauzou sur bon moment, mauvais moment. Vous avez dit tout à l'heure, et même si on vous souhaite de continuer très longtemps votre activité, vous conseillez aujourd'hui à des gens qui sont dans l'entreprise ou que vous connaissez à l'extérieur de devenir entrepreneur pour faire la conclusion de cette table. Complètement, mais il faut le sentir. Hein. C'est comme tout. Il n'y a pas d'obligation, il faut le sentir. Et je suis complètement d'accord avec ce que dit M. Bouzou, c'est que c'est dans ces périodes-là, effectivement, qu'on peut y aller, effectivement. Là, à 100% d'accord. Bien, ça va être la conclusion de cette dernière table ronde. Je salue Bernard Uthiri qui va nous rejoindre. Je vous remercie. Je vais garder les...